Bienvenue à Eric Waller. Je commence comme ça. Oh, c'est très bien. Alors, on est là pour vous parler d'un ouvrage qui m'a évidemment beaucoup intéressé. Ce livre qui est paru en version anglaise en 2008, je crois, sur la vie de Jean-Marie Tjibaou. Sa vie d'adulte, il faut préciser, puisque ça ne s'attarde pas trop non plus sur son enfance, même si on l'évoque. C'est plus sa vie d'adulte qui est évoquée dans le livre, son parcours d'homme politique, mais également son parcours philosophique. Mais avant d'en arriver au livre, j'ai une question en fait à poser à Eric. Pourquoi écrire sur Jean-Marie Tjibaou? Qu'est-ce qui t'a attiré plus particulièrement sur cette personnalité qui est évidemment importante dans le Pacifique, mais il y en a d'autres qui auraient pu écrire sur Walter Lini, qui auraient pu écrire sur Jacques Lafleur, et puis tu décides d'écrire sur Jean-Marie Tjibaou. Pourquoi? Bon, merci. Bonjour tout le monde. Je ne répondrai pas tout de suite à la question. J'aimerais d'abord mettre la table. Et puis, peut-être la première chose que j'aimerais dire en mettant la table, c'est que Jean-Marie Tjibaou avait l'habitude, à l'ouverture d'un congrès de l'Union calédonienne ou de la FNMKS, il a d'abord remercié les ancêtres d'être présents. Et j'aimerais remercier Jean-Marie Tjibaou d'être présent aujourd'hui. Physiquement, non, il est passé, comme il disait lui-même, de l'autre côté du miroir, mais sa parole reste, et puis sa parole poursuit son voyage à travers le temps, à travers le Pacifique, à travers les peuples, et jusqu'à chez moi sur les rives du Saint-Laurent, en Amérique du Nord, sur un continent lointain, quoi. Alors ça c'est la première des choses. Et maintenant pour venir un peu près la question, la réponse à la question, aussi je dirais quelque chose de très général qui est une valeur profonde pour moi. J'ai toujours aimé les frontières. Depuis que je suis jeune, depuis mon adolescence. Je dis bien frontières et non pas murs. Frontières au sens de passer de l'autre côté chez un autre peuple, écouter une autre parole, une autre langue, vivre d'une autre manière, et puis surtout connaître une autre vision du monde. Alors, qui devient pour moi un peu le regard dans le rétroviseur, c'est une façon aussi, non pas d'étudier, mais d'apprendre, parce que on a beaucoup à apprendre chez nos frères et sœurs qui habitent cette planète. Et puis, souvent, surtout ceux qui viennent des métropoles, des pays puissants, mais ils ont le sentiment d'avoir toutes les réponses. Ils savent déjà, ils savent tout déjà, et puis voilà. Jean-Marie, qui était pasteur, était très sensible à cette question-là, à cette préoccupation-là. Il connaissait bien les deux cultures, la culture kanak et la culture européenne, et puis il y avait le sentiment qu'il partageait pour beaucoup d'entre nous que ce que
l'Occident, le capitalisme, le néolibéralisme nous propose comme seule façon d'aller vers l'avenir, d'aborder l'avenir, c'est l'industrialisation. Et puis, Jean-Marie disait, mais ça nous amène droit au mur, quoi. Alors, comme ça, j'ai été séduit par sa parole, et puis peut-être par une phrase qu'il a formulée en Nouvelle-Calédonie aux années 80, mais qui a été formulée ailleurs dans le Pacifique, et que je pense ici, entre autres, par Henri Hérault, qui est comme si tu es venu chez moi comme si tu étais chez toi. Dès lors, comment pourrais-je t'accueillir? Alors voilà, c'est passage chez d'autres, mais aussi en contrepartie, la notion d'accueil. Alors ça, c'est la première partie de la réponse. J'ai un deuxième qui est un peu le technique, mais est-ce que j'y vais tout de suite avec ça? Bon, j'aime pas trop parler de moi-même, mais je sais pour plusieurs d'entre vous, dans mon éditeur, je suis un peu un énigme. C'est vrai, je suis d'origine britannique, mais je suis arrivé au Québec au début de la Révolution tranquille. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mon voyage jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, j'étais jeune adulte. Et puis, c'était une révélation pour moi. J'étais chercheur, je suis allé pour étudier, je m'intéressais aux gens et je voulais comprendre, chiffrer, analyser, tout ça. Mais j'ai surtout appris certaines valeurs profondes qui sont devenues les miennes, qui est l'accueil de l'étranger, le partage, mais aussi un profond respect pour la dignité humaine. Et puis voilà, j'ai vécu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en tribu, comme on dit en français, pendant 2 ans, et puis dans les hauteurs, c'était une dizaine d'années, 15 ans après les premiers contacts. Alors c'était la fin des guerres tribales, mais c'était avant l'amorce du capitalisme sauvage. Alors les gens étaient chez eux, et puis ils avaient tout à offrir, à partager. Ils étaient fiers, et puis ils savaient, on m'a posé toutes sortes de questions auxquelles je n'étais pas en mesure de répondre à l'âge de 23-24 ans, mais alors c'est un peu comme ça que je suis arrivé à Jean-Marie Thibord. Bon, et puis je dois préciser, Jean-Marie Thibord, je ne l'ai pas connu personnellement. J'étais même pas dans le Pacifique aux années 80, cela pour toutes sortes de raisons. Je suis rentré chez moi, j'ai eu un accident ici à Tahiti, puis bon, c'était une évacuation médicale et tout ça. Donc j'étais pas ici aux années 80. Et puis c'est plus tard, en 90, j'ai décidé de revenir dans le Pacifique. D'abord à Hawaï, et puis ensuite pour enseigner à l'Université du Pacifique Sud. Et puis la première chose qui m'a frappé, à ce moment-là, un Océanien m'a demandé à Hawaï, mais dis-moi, Eric, où est-ce que tu as été tout ce temps-là? Et puis je dis, oh mon Dieu, je suis peut-être un peu, comme on dit dans certains coins de l'Amérique du Nord, je suis un peu mouillé, Océanie.
Et puis voilà, j'ai décidé d'enseigner à l'Université du Pacifique Sud. Et puis c'était en 90. Et là, j'ai découvert pour la première fois un entretien avec Jean-Marie. C'était Jean-Marie, le nom ne disait rien. Vous savez, au Canada, les Chinois, la Nouvelle-Calédonie, sont des pays lointains, des gens d'ailleurs, d'un ailleurs, dont on ignore même l'existence pour la plupart des gens. Bon, c'est un entretien qui a été sur la renaissance culturelle kanak en Nouvelle-Calédonie, pour un recueil qui avait été préparé pour le Festival des Arts du Pacifique, qui devait avoir lieu à Nouméa en 1984, et puis qui a été annulé pour les raisons qu'on connaît, quoi. Et puis bon, mais cette publication a pris beaucoup de temps avant ce recueil, avant de voir le jour. Je l'ai lu, on m'avait demandé, en tant que bon universitaire, on m'avait demandé de faire un compte rendu de ce recueil-là. Ça, il y avait toutes sortes de textes d'Océanie de partout, dans les Albert Wendt de ce monde, et puis bien d'autres. Et puis bon, là, je tombe sur celui, l'entretien avec Jean-Marie, puis j'étais complètement abasourdi. Ça, il parlait essentiellement de cette grande flèche du temps, le lien entre le passé et le présent et l'avenir, et puis la quête continuelle de l'identité, là où on devait à la fois puiser dans le passé, aussi faire le tri là-dedans, puis être ouvert aux autres cultures, mais pouvoir choisir en fonction de ses propres besoins et ses propres valeurs, pas se faire imposer. Alors, il y avait ça, et puis aussi, il a parlé dans cet entretien de réconciliation, et puis réconciliation entre Kanak et non-Kanak, entre État et tribu, entre ville et brousse. Et puis je dis, mon Dieu, mais ce sont des questions universelles qu'il pose. Il était préoccupé par le devenir de son propre pays, mais je me sentais interpellé par cette réflexion-là. Puis je dis, mais je pars, j'ai pas le choix, je pars à la recherche de cet homme-là. Alors, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, et puis bon, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert le bras, qui m'ont tendu la main, et puis bon, voilà, alors je me suis mis éventuellement à écrire sur lui. Mais maintenant, une dernière chose, et puis là, on peut passer à la question suivante. Alors, je pars en Nouvelle-Calédonie, c'était je pense en 90, 91, à la DCK, j'ai rencontré, je sais pas, la Apikawa, et puis des gens autochtones et d'autres à la DCK, puis les Jibalo, etc., etc. Et puis bon, ils étaient tellement enthousiastes et tellement contents que je m'intéresse à lui, que je dis, mais alors j'y vais. Et puis, mais c'était juste une démarche à ce moment-là, peut-être très personnelle. C'était pour me nourrir personnellement, humainement, quoi. Et puis, mais en 93, on a célébré le 25e anniversaire de la fondation de l'Université du Pacifique Sud à Suva. Puis il y a une série de conférences publiques. Et puis on m'a demandé de donner une conférence publique. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors voilà, je donne sur Jean-Marie Thibault. Mais je ne ferai pas d'analyse universitaire du texte et puis tu sais, les fondements théoriques de son discours et tout ça. Non, je vais agir un peu comme lui, je vais agir
tout simplement comme passeur, autrement dit, traduire du français à l'anglais sa vision du monde. Et puis bon, mais de mémoire, je vais citer en langue et en large Jean-Marie, d'abord en expliquant un peu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, parce que les pays anglophones du Pacifique, ils n'ont pas accès à la langue, ou ça ne les intéresse pas trop, parce qu'ils sont majoritaires, ou je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, alors je vais parler un petit peu des événements, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le peuplement, et puis ensuite, j'ai parlé tout simplement de 4 concepts qui étaient toujours présents dans les discours de Jean-Marie. J'essaie de me revenir. L'être, la parole, le temps et la terre. Donc, et puis je parle quand mes idées me viennent, etc. Et puis à l'USP, les étudiants étaient des Océaniens de 12-13 pays du Pacifique. Les 2 tiers de mes collègues étaient océaniens. Alors, et puis j'ai fait ça, j'avais peur. Hein. Et puis bon, la réponse des gens, c'était... j'étais en larmes après. J'avais après la conférence, des notes glissées en dessous de la porte de mon bureau, de Samoin, de Nivanuatu, de Salamoné. Il disait, mais c'est la parole de mon grand-père, ça. Ce sont mes ancêtres, ce sont nos valeurs à nous. Ce qu'il dit est profondément océanien et partagé par tous les peuples du Pacifique. Et puis j'étais très ému, et puis surtout dans un contexte où à Fidji, pour diverses raisons, les intellectuels, les profs, ne connaissaient que Jubali Waya, son assassin, parce que Jubali avait étudié là-bas et puis il parlait très bien anglais, et puis en tant que loyaucien, il était séduit par le monde anglophone, du fait de son histoire. Alors je me suis dit, mais je vais poursuivre ma recherche et puis je vais écrire sur lui. Et puis, c'est pas mon métier, biographe, mais c'est ça que je l'ai fait. Ça m'a pris 10-15 ans, j'étais à temps perdu. J'allais en Nouvelle-Calédonie pour 2 semaines, un mois, tous les ans, et puis ensuite, je suis parti sur ses traces, de nouveau à Fidji, en Nouvelle-Zélande, en France, en Suisse, là où il est. Là, partout où il est passé. Et voilà, c'est... et puis bon, mais j'ai rencontré des hommes et des femmes d'une force et puis d'une tendresse et puis d'une qualité d'écoute remarquable. Et puis... je me rappelle surtout de ma rencontre avec Gérald Cortot. Il a fait la préface de l'édition française, qui n'est pas comme l'édition anglaise, c'est pas mal différent, augmenté et tout ça. Et puis Gérald, il voulait partager des choses, répondre à mes questions et tout ça, mais il voulait surtout savoir pourquoi je m'intéressais à Jean-Marie Thibault, puis la nature de ma démarche. Et puis, je l'ai écouté, et puis ensuite il m'a expliqué, il a dit, mais il y a tellement de gens qui arrivent de l'étranger, et puis ils ont leur propre grille d'analyse, et puis ils cherchent les réponses à leurs questions, pas aux nôtres. Et
il m'a conseillé, non pas d'aller vite, mais d'aller lentement. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'espère comme ça avoir bien répondu à l'invitation de Jalal, qui était très près de Jean-Marie, un de ses conseillers personnels, qui est intime. Alors voilà, mais je suis assez parlé, je pense. Non, c'est très bien comme ça. Moi, je parle mieux. J'ai quand même une deuxième question en fait, qui est relative à l'écriture elle-même du livre. Tu as répondu en partie dans ce que tu viens de dire. Ma question est la suivante. Comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tu as beaucoup travaillé à partir de textes qui avaient déjà été écrits, soit les comptes rendus de conférences de Jean-Marie, les écrits de Jean-Marie, de poches de Jean-Marie? Est-ce que tu as complété ça par justement des interviews de personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont bien connu? Et puis quelle importance, parce que bon, le peu que je connais de la Galéonie, le chemin coutumier, c'est quelque chose d'essentiel là-bas. Est-ce que le fait d'avoir également emprunté, en quelque sorte, un chemin coutumier en allant à la rencontre de tous les lieux qui ont été importants dans la vie de Jean-Marie, est-ce que voilà, quelle a été ta démarche en fait d'écriture de ce livre? Mais sur le plan peut-être institutionnel, j'ai commencé à la DCK, l'Agence de développement de la culture kanak, et puis ensuite des hommes et femmes kanak bien vus, mais rapidement. Mais puis j'étais amené, bien sûr, à faire la coutume souvent, que ce soit à Tiendamit ou chez l'Inderalik, chez le chef Boirat et bien d'autres. Non, je suis rentré dans cette trame océanienne que dis sans prétention, ça m'est familier parce que j'ai un peu j'apprécie ça, expliquer le pourquoi de ma présence et puis demander la permission de venir chez vous. J'ai vécu ça en Nouvelle-Guinée, au Fidji, c'est universel, ça fait partie du respect de l'autre. Et puis de cette façon d'avancer en douceur, et puis souvent au Fidji, la tête baissée, bien sûr, quand on se présente devant le grand chef, mais aussi très tôt, je suis allé voir Marie-Claude Thibault pour demander sa permission. Est-ce que c'est bien, je peux bien le faire, ce travail-là? Et puis elle m'a dit tout de suite, oui, bien sûr, allez-y, parce qu'il était un homme public. Et il appartient à tout le monde, au pays, et puis non, c'est... alors voilà, j'ai eu le feu vert sur ce plan-là, mais aussi je tiens à vous dire quelque chose aussi, que le titre en anglais, c'était, je pense, un intellectual biography. Alors c'est une biographie dite intellectuelle, ça se dit pas bien en français, puisque un peu prétentieux ça. Mais je voulais, ça m'intéressait pas, son histoire personnelle, sa vie intime et tout ça. Je me tenais loin de ça. Et puis, de toute façon, lui, il était un passeur. Tu sais, c'était la parole des ancêtres. Et puis, comme il disait, je parle quand les idées me viennent. Et puis, c'est cette parole-là qui m'a fasciné. Et puis, ces sources d'inspiration. Tu sais, je voulais savoir, connaître le fond de sa pensée, cette vision très extraordinairement généreuse du monde, et puis les racines de cette pensée. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai suivi son cheminement depuis
la petite école à Canada, et puis ensuite jusqu'aux études en France, à Lyon, à Paris. Ça rencontre avec des gens comme l'anthropologue, le grand anthropologue français Bastide, pour voir où il est allé chercher ses idées. Parce que, vous savez, il est passé par plusieurs étapes. Donc, il est allé au petit séminaire, au grand séminaire, il a enseigné, il est devenu prêtre à la fin à la cathédrale de Nouméa. Ensuite, il est allé faire des études en France. D'abord à Lyon, à l'Institut catholique à Lyon, mais ensuite il a poursuivi son chemin jusqu'à Paris pour commencer un troisième cycle en anthropologie. Il est entrepris, et puis bon, mais après il est devenu, il s'est impliqué dans l'action, il a quitté l'église, et puis il s'est impliqué dans l'action sociale, et puis finalement il est passé à l'étape politique, peut-être un peu à contre-cœur. Alors c'était pour comprendre tous ces passages, parce qu'il disait lui-même, je suis pas devenu prêtre, ou je suis pas juste prêtre, je suis kanak et prêtre, et puis je suis d'abord kanak. Si la prêtrise exige que je devienne, j'oublie mon identité kanak, mais je cesse d'être prêtre, sans pour autant abandonner ses valeurs religieuses, ses valeurs profondes. Alors c'était la même chose quand il est parti en France. Il a dit, mais il a dit quelque chose comme « Je ne suis pas parti pour devenir un anthropologue, je suis parti pour acquérir des outils d'analyse pour mieux comprendre, mieux saisir la réalité chez nous. » Et puis je pense qu'il avait cette force, cette capacité d'aller toujours vers l'autre, chez l'autre, partager avec l'autre, apprendre de l'autre, mais aussi rester fidèle à lui-même, à son pays, et puis sa vocation première qui était celle de service, servir son peuple, parce qu'il dit, mais je suis né pour ça. Voilà, c'est une autre langue. Alors, j'ai une autre question, en fait. Moi j'ai appris en lisant ce livre la partie tragique de l'histoire personnelle de Jean-Marie, puisque on voit que dans sa famille, il subit de lourdes pertes, à commencer par sa grand-mère, ses frères, c'est vraiment une histoire tragique. Et je voulais savoir selon toi si finalement sa capacité à transcender cette souffrance personnelle, elle lui vient de son être kanak ou de son éducation catholique, ou des deux? Je pense les deux, et puis dans ses qualités personnelles, en tant que grande humaniste, avec une capacité intellectuelle remarquable, ça m'a frappé en voyageant à gauche et à droite, rencontrant des gens. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais vous savez, on n'a pas souvent le sentiment d'être dans la présence, en la présence d'un grand homme. Mais avec Jean-Marie, j'avais vraiment ce sentiment-là. Alors il y avait une force remarquable. Et puis il y avait toujours cette qualité qui était, je pense, kanak, océanien, toujours ouverture de l'autre, accueil de l'étranger, désir d'apprendre de l'autre, s'enrichir à partir du savoir de l'autre. Ça veut dire... je ne sais pas, c'est sûr, il y avait beaucoup de souffrance, une souffrance inscrite dans l'histoire de
de sa tribu, Tiendanit, la Grande Terre, mais c'est qui était très différente, ce vécu-là, ce vécu colonial, très différente du vécu des îles Loyauté. Et puis, qui a fait en sorte que, pour lui, le seul avenir possible pour le peuple kanak, et puis au-delà de ça, pour nous, les peuples de la terre tout entière, c'était un avenir en partage. Et puis, c'est un homme qui était toujours prêt à tendre la main, comme Martin Luther King, ou comme Nelson Mandela, ou comme Mahatma Gandhi. Et puis bon, il a payé le prix quoi, de ça, mais c'était ça qui m'a aussi, c'est ça qui m'a interpellé, quoi. C'est ce qu'il a à dire, cette parole ici, c'est une parole au monde. Vous savez, un de ses rêves, vous savez, c'était l'indépendance, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui réduisent ça à une simple revendication politique, qui bon, mais un autre, je ne sais pas quoi, un autre Algérie, un autre Iran du Nord, un autre Corse. Mais c'était pas ça, c'est d'abord, ce qu'on dit toujours, c'est pas l'indépendance qui compte, c'est le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour construire un avenir commun en partage? Et puis, je l'ai trouvé une fois dans je pense dans un entretien, je ne me rappelle plus où, mais il dit mon rêve, c'est que le peuple kanak, et puis donc l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie, soient invités à s'asseoir au banquet des civilisations pour contribuer à une réflexion commune sur l'avenir du monde. Parce qu'ils croyaient fermement que le peuple kanak, et au-delà du peuple kanak, le peuple océanien, a quelque chose de fondamental à dire, peut-être de plus en plus important à mesure que le temps, les années passent, ce sentiment d'urgence. Et puis là aussi, mais je ne suis pas kanak, je ne suis pas calédonien, je ne suis pas océanien, mais cette vision du monde, c'est aussi la mienne. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai écrit sur lui. Je ne suis pas biographe de métier, je suis simple géographe, ethnogéographe qui gratte la surface de la Terre, qui s'intéresse à l'origine au système agraire et puis tout ça. Mais voilà, c'était je ne sais pas, arrivé jeune dans le Pacifique, je suis devenu un peu adulte ici. Et puis j'ai beaucoup appris, et puis ce bagage-là, je porte en moi. Et puis là, découvrir Jean-Marie Thibault, la personne, sa parole, son vécu, tout ça ignoré totalement par les océaniennes de langue anglaise, mais je me suis dit, mais peut-être sera ma façon de redonner au Pacifique tout ce que le Pacifique m'a donné. Hein. C'est au don et contre-don, et donner dans un contexte pour ayant enseigné ici à Fidji, mais aussi été aussi missionnaire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie,
j'ai été frappé toujours un peu par le désarroi des étudiants océaniens qui étaient obligés d'étudier les grands textes, des anthropologues, des géographes, des politologues européens, et puis qui passaient ici. Et puis, il me disait, mais je ne me vois pas là-dedans. Je ne me vois pas là-dedans. Et puis, vous savez, il n'avait pas au niveau de l'enseignement universitaire, il n'avait pas beaucoup de balises océaniennes. Ça change maintenant avec ce qu'on fait au vent des îles et puis ce qu'on fait à Fidji. Il y a on commence à connaître, on voit qu'il y en a, ils sont aussi grands qu'ailleurs dans le monde. Et puis, c'est essentiel pour bien naviguer dans ce monde, d'avoir non seulement des racines, mais des balises, des repères qui viennent chez nous. C'est pas pour exclure l'autre. C'était très clair avec Jean-Marie Thibault. Mais c'est une base pour pouvoir dialoguer sainement avec l'autre. Et puis voilà, je dis, mais si je le fais en anglais d'abord, j'écris dans les deux langues, mais je le fais en anglais d'abord, un peu à contre-cœur, mais parce que je ne voulais pas déformer les paroles de Jean-Marie, son français remarquable en tant que métaphore et image, mais je me suis dit, mais les Océaniens et anglophones ont bien plus besoin de connaître la parole de cet homme-là que les Océaniens francophones. Je sentais, il y avait c'est une question d'urgence. Voilà. J'ai une question en fait sur toujours la dualité dans la vie de Jean-Marie. Bon, en Calédonie, il y a cette dualité entre d'un côté le peuple kanak, de l'autre côté les autres peuples qui sont là en Calédonie. Mais au sein même de la communauté kanak, on voit bien dans ton livre, il y a également une dualité entre la Grande Terre et puis les îles, notamment Léa et au Saint en particulier. Et moi j'ai découvert dans ce livre finalement un autre personnage qui pour moi est presque l'autre face de la même pièce, parce qu'on a d'un côté l'histoire de Jean-Marie, et puis on a ce personnage qui, moi jusqu'à la lecture de ce livre, pour moi était voilà, une espèce de salaud pathétique, personnage secondaire destiné aux oubliettes de l'histoire, mais qui en fait a une dimension presque aussi importante que celle de Jean-Marie. Je vais oui. Moi, j'ai été très vite saisi par cette fracture au sein de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose que, je ne sais pas, je sais, certains amis de la Nouvelle-Calédonie ignoraient totalement, mais les îles Loyauté, il n'y a pas eu de colonisation blanche, expropriation de terre. Les îles Loyauté étaient l'expérience à partir des premiers contacts avec les Européens, les premiers contacts étaient essentiellement avec des missionnaires protestants anglophones et ce qu'on appelle dans le Pacifique anglophone des teachers qui venaient des îles Cook, de Samoa. Il y avait des gens, l'église protestante était très présente, et notamment l'église anglicane. On envoyait des gens étudier au séminaire d'Auckland. Il y avait des commerçants anglophones, surtout australiens, qui sont établis aux années 1850 aux îles Loyauté.
pour le commerce du bois de santal et d'autres choses. Et les Noéoutiens ont établi très vite une réputation de marins. Ils travaillent sur les baleiniers, et puis ils allaient partout dans le Pacifique. Et puis ils fréquentaient des Hawaïens, des gens des autres archipels. Il y a des gens des loyautés qui sont allés à Sydney, travailler dans le port de Sydney et tout ça. Alors, et puis ils ont connu un certain âge d'or avec cette présence anglophone qui est une présence passagère qui a duré peut-être 10-20 ans, mais pour eux, c'était... il y avait une ouverture très rapide sur le Pacifique. Et puis, ils avaient le sentiment de partager cette aventure du monde commercial, tu sais, des commerçants du milieu du 19e siècle. Et puis, bon, il y avait le sentiment que cet avenir passait par la langue anglaise. Et puis, bon, voilà. Enfin, cet univers s'est écroulé. Ça a duré peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est tout. Mais la langue anglaise est restée très présente aux loyautés, sûrement au début du XXe siècle. Et puis cette ouverture sur le Pacifique anglophone, alors ils se sentaient très différents des gens de la Grande Terre. Ils se sentaient à la fois j'aime pas les termes, mais des traditionnels et des modernes. Il embrassait les deux. Et puis là où les gens de la Grande Terre vivaient dans un autre monde, un univers où il y a beaucoup de souffrance, violence, douleur, et puis un univers qui était également par la force des choses partagé. Alors cette fracture a duré longtemps et puis qui a fait que des gens comme Jubilee Wire qui allaient étudier à Fidji au séminaire, je ne sais pas le mot, mais protestant, il a fait une thèse en anglais, il a fréquenté la première génération des leaders politiques océaniens anglophones, et puis bon, lui, il est devenu un radical, tu sais, au sens, c'est tout et tout de suite, et puis sans concession. Et puis c'est un peu le sentiment des gens de Gosana, et puis bon, enfin peut-être d'autres des îles Loyauté, où Thibault, il savait dans son corps et dans son cœur et dans ses gènes et tout ça que non, l'avenir est pas fait comme ça. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir du monde, c'est un avenir partagé. Et puis on doit absolument construire des ponts, des passerelles, et c'est comme ça qu'on peut assurer la survie, mais la santé physique et spirituelle des gens. J'ai encore énormément de questions à te poser, mais je pense qu'on va donner un peu la parole au public, qui a à mon avis des questions plus intéressantes que les miennes. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Et si vous n'en avez pas, je poserai les miennes beaucoup moins intéressantes. Oui. Comme Victoria, moi je n'ai pas de question de faire ces remarques. La première chose, il fallait peut-être le signaler, l'ouvrage a été traduit par Patrice Guérin. C'est quelque chose d'important, le traducteur, quelque chose d'important dans ces livres. Patrice était également un proche, à l'instar de Gérald Borto, de Jean Géo. Donc il a apporté cette vision beaucoup plus personnelle de l'homme qu'il connaissait. Et l'ouvrage est co-édité avec la BC-Talent, le centre du Baou. On a eu la chance de présenter avec Eric il y a quelques semaines en la présence d'Emmanuel Giraud, qui s'est beaucoup investi également dans cet ouvrage. C'est juste une petite remarque. Peut-être, c'est ça, je n'ai pas nommé Patrice, mais c'est sur le rôle qu'il
qu'il a joué est très important. C'est Patrice est un anthropologue d'origine française qui est en Nouvelle-Calédonie depuis les années 80. C'est Jean-Marie qui l'a invité à venir en Nouvelle-Calédonie. Et puis une de ses premières tâches, c'était de monter l'exposition permanente au musée territorial. Alors, jusqu'à dernièrement, ce qui est exposé là, c'est le travail de Patrice. Patrice, lui aussi, m'a ouvert le chemin coutumier, peut-être, mais amical, et puis aussi ses collègues ont un peu les mêmes intérêts. Sur le plan professionnel, il m'a ouvert le chemin de Yengen et de Tiendavix, et puis quand il s'est offert à moi pour faire l'introduction, alors j'ai dit oui tout de suite, et ce pour deux raisons. Bon, c'est sa langue première, et puis en principe on traduit toujours vers sa langue première, et puis il a imposé un style qui j'aime beaucoup. Il y a du souffle dans le texte. Il y a ça, mais aussi du fait qu'il a connu Jean-Marie, je me suis dit, mais peut-être j'ai fait des gaffes dans ma lecture de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, et puis lui, il peut corriger mes erreurs. Et puis voilà, alors, et puis j'ai invité Patrice, bien sûr, à faire la postface, parce qu'il y a cette côté, il y a à la fois côté personnel et professionnel. Il raconte son expérience à Paris avec Jean-Marie. Il la raconte au moment où Jean-Marie a serré la main de Jacques Lafleur, et puis donc signé les accords de Matignon. Donc il a ajouté une petite dimension personnelle aussi qui donne encore plus d'âme au texte. Bonjour. Bonjour, je suis un visiteur, je suis un métro, je suis là pour quelque temps. Je suis passé au centre de la Calédonie plusieurs fois, donc je connais assez bien. J'ai vécu à Tours, pas loin de Yengen, donc en pays de Kanak, dans la province. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est l'avenir de ce pays et de ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est une notion que vous n'avez pas abordée, c'est une notion qui est absolument essentielle, car je crois qu'il faut remettre aussi le politique à sa juste place. Et je me demande si, en fait, on ne réussira pas, parce que ça sera quand même assez extraordinaire, à faire vivre ensemble toutes ces communautés de façon harmonieuse, et avec un autre concept qui est extrêmement important, qui est le concept du consensus. Toutes les décisions sont prises de façon consensuelle, et tant qu'on ne parvient pas à un accord, on continue à discuter jusqu'à parvenir à cet accord. Alors, moi, ma question, c'est de savoir si on peut parvenir en Nouvelle-Calédonie rapidement, parce qu'il y aura un référendum bientôt, normalement il est prévu avant 2018, puisque l'anniversaire 88-98 des différents secteurs, si on pourra parvenir à cela, parce qu'il y a encore des bases collectives importantes, des tribus, des chefferies, etc. Il y a des ensembles auxquels les Kanaks peuvent se référer, parce que, bon, ils ont tous une très bonne compréhension de leurs origines, de leurs sources. Ils sont capables, bien sûr, de réciter un petit peu comme ça. Pour un occidental, on trouve ça admirable, parce que nous sommes devenus très individualistes, nous avons perdu tout ça au passage. Mais le fait qu'il y ait des collectifs, qu'il y ait encore des références à une vie en tribu, en collectif, et puis
des ensembles qui ont leur propre fonctionnement décentralisé avec une très grande capacité décisionnelle, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui a aidé le propos de Jean-Marie Tjibaou, puisque pour lui, ayant vécu dans ces différents univers, il était capable de voir tout de suite comment il pouvait travailler sur ces forces collectives pour les faire progresser ensemble. A contrario, je veux dire, dans les pays où les collectifs n'existent plus, on est très individualisé. Je suis un peu plus méfiant, moi, sur comment tout ça risque d'évoluer dans le temps. Je ne sais pas si c'est pour moi de répondre à cette question-là, parce que je ne suis pas calédonien, je suis... et puis, là, j'étais là pour le Salon du Livre, mais sinon, ça faisait 3 ans que j'avais pas mis le pied en Nouvelle-Calédonie. J'attendais la sortie du livre. Habituellement, j'allais à tous les ans. Tout ce que je peux dire, et puis bon, je pense que ça va plutôt pour quelqu'un d'autre, avec peut-être Christophe ou un autre. Ce qui on suit sur la terre calédonienne, il me semble qu'on poursuit la logique de Jean-Marie Thibault. Cette volonté de vouloir vivre ensemble. Et puis, au début, je crois, mais je ne suis pas bien placé pour juger, je crois au début, les Européens, les étrangers, les tard venus, avec la difficulté à répondre à son appel. Peut-être parce que, dicté, nous on vit beaucoup plus dans le présent. Vous savez, nos racines sont peu profondes. Et puis dans le cas, et puis encore une fois, je m'aventure sur terrain inconnu, vous êtes dicté par la Constitution française, qui a sa propre logique, qui est très différente d'autres constitutions, en termes de reconnaissance ou pas, d'identité communautaire, collective. Mais en dehors du brouhaha de la politique, ce bruit de fond, ce qui m'a frappé au Salon du Livre de Nouméa, de la part des... C'était cette ouverture tout simplement à la coutume. Ça, c'est déjà quelque chose peut-être de banal, de simple, mais de la part des non-Kanaks au Salon du Livre, et de la part, en termes de fréquentation du centre culturel Tjibaou, tu sais, parce que Tjibaou voulait que ça soit à Nouméa, en ville, comme vitrine, comme fenêtre. C'est l'intérêt que les gens manifestaient à l'égard de la culture kanak. C'était pas quelque chose que... On perdit du temps, tu sais, on n'avançait pas assez vite vers la coutume, tu sais, tout ça. Je trouvais qu'il y avait une qualité d'écoute, et puis ce qui vient de ces écoutes-là, c'est l'assimilation de certaines valeurs kanak. Vous savez, parce que cette identité nouvelle doit être forcément, il me semble, une identité métissée. Et puis je ne dis pas nécessairement métissée sur le plan biologique, mais sur le plan culturel. Tu sais que devenir océanien et puis être océanien, c'est aussi un chantier perpétuel. Tu sais, contribuer à la construction, à la construction de cet édifice-là, où c'est un travail commun. Et puis je trouvais, et puis bon, c'était seulement 2 semaines cette fois-ci, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'écoute et puis de patience et puis
d'appréciation de cette lenteur-là qui n'est pas quelque chose qu'on doit régler par un vote et puis, tu sais, d'ici 3 heures, tu sais, mais c'est plutôt par le biais des palabres et puis une approche où, à la fin, il n'y aura pas d'exclus. Il n'y aura pas de gagnants et de perdants. Tout le monde sortira en perdant, gagnant de cette aventure-là. Et puis, nous, en Occident, avec nos systèmes démocratiques, on n'a pas ce modèle-là. Ça, c'est un modèle qu'on peut apprendre ici. Il y a toujours les perdants. Tu vois, aux États-Unis, il y a tous ces gens qui ont voté démocrate et qui descendent dans la rue. Tu sais, alors... Bien, merci beaucoup. On va être contraint d'arrêter cette discussion parce qu'il y a une autre présentation qui arrive. Par contre, il y a des espaces derrière pour rentrer un peu plus profond dans le sujet. Bien évidemment, on ne va pas ni pronostiquer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce livre, comme celui de ce matin de Miguel Cheslin, qui a été présenté par Wallace, apporte des pistes de réflexion sur ce que la civilisation kanak peut apporter sur une réflexion hiérarchique, sociale, sociétale, qui sont extrêmement intéressantes. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Mais là, je crois qu'il y a la SEO. Mana. Juste un dernier mot. Okay. Pour vous dire le sentiment que j'ai eu en lisant les dernières pages du livre, ça c'est mon sentiment personnel, on a quand même l'impression que Jean-Marie, de son vivant, et peut-être encore plus à partir du moment où il est décédé, a pris tellement de place dans l'esprit des Calédoniens, des Kanaks, que je ne suis pas sûr qu'on arrivera à avoir un deuxième Jean-Marie. Voilà. Mais voilà, l'avenir nous dira ça. Merci en tout cas pour ce très très beau livre. Merci encore à nos deux intervenants.